Aujourd'hui, nous sommes revenus ici à la centrale hydroélectrique d'Itaipu à Foz do Iguaçu dans le Paraná, mais cette fois-ci pour voir au-delà de la centrale. Nous allons comprendre comment Itaipu s'assure que l'eau de ce lac, de ce réservoir immense, arrive propre et en quantité suffisante pour l'irrigation, pour les gens, pour les loisirs et surtout pour produire de l'électricité. On y va ? Chez vous, pour allumer la lumière, allumer la télé, utiliser l'ordinateur, vous avez besoin d'électricité. Et la principale source de ce type d'énergie au Brésil provient des centrales hydroélectriques, comme celle-ci, Itaipu Binacional, qui se trouve à la frontière entre le Brésil et le Paraguay. Elle fournit de l'énergie à des millions de personnes dans les deux pays. Nous avons déjà vu dans d'autres épisodes de Boravez comment Itaipu transforme la force de l'eau en électricité. L'eau passe par les turbines, génère de l'énergie et continue son chemin par le fleuve Paraná. Mais pour que les turbines tournent, il faut beaucoup d'eau. Juste pour vous donner une idée, c'est cette conduite qui amène l'eau du réservoir jusqu'à la turbine. Le détail, c'est qu'Itaipu en a 20 comme celle-ci. Et c'est la pluie qui tombe sur tout le bassin du fleuve Paraná, d'ici en amont, qui alimente ce gigantesque réservoir qui fournit la centrale. L'eau provient des pluies qui tombent sur une immense zone, souvent très loin d'ici. Cette eau peut provenir du Minas Gerais, du Goiás, du Mato Grosso do Sul, de São Paulo, du Paraná et du Paraguay. Et une partie de la pluie vient d'encore plus loin, de la forêt amazonienne. Le vent transporte cette humidité de la forêt et ce courant d'air chargé de gouttelettes d'eau traverse plusieurs états avant d'arriver ici. Et la pluie est un phénomène météorologique. On ne peut pas fabriquer de la pluie. Alors, comment peut-on garantir qu'Itaipu aura toujours de l'eau pour fonctionner, qu'il ne manquera pas d'eau dans la turbine ? Le secret, c'est de profiter et de prendre soin de chaque goutte de pluie. Et on fait ça en plantant de l'eau. Peut-on vraiment planter de l'eau ? Oui, vous avez bien entendu, mais cela n'a rien à voir avec arroser la terre. Cela signifie prendre soin du sol, de la végétation, de la biodiversité pour que l'eau continue de suivre son chemin naturel. Qu'elle continue de circuler, d'arriver dans les rivières, les lacs et les sources en bon état. Aujourd'hui, nous allons voir 3 exemples de la façon dont cela fonctionne en pratique. Le travail d'Itaipu avec les agriculteurs de la région, comment Itaipu préserve de nombreuses plantes et animaux et comment il vérifie si l'eau qui arrive dans le réservoir est en bon état et si le projet donne des résultats. Tout commence avec les agriculteurs. Ce sont les personnes qui sont les plus proches de la source de l'eau, des véritables sources. C'est pourquoi je suis venu visiter 3 municipalités autour du lac dans l'ouest du Paraná. Ici, Itaipu conclut des accords avec les mairies, les organismes techniques et les universités pour offrir une assistance technique gratuite aux agriculteurs. C'est un partenariat. Itaipu aide l'agriculteur à produire plus en dépensant moins et, par conséquent, il finit par mieux prendre soin de l'eau. C'est ici que tout naît littéralement. Si vous n'avez jamais vu une source d'eau, ravi de vous la présenter. Non seulement il y a de l'eau qui jaillit du sol, mais elle est propre. Vous avez dû remarquer qu'il y a une structure qui a été construite avec de la terre mélangée à du ciment. À l'intérieur, il y a beaucoup de pierres, et leur fonction est d'abord de créer un réservoir. Donc même quand la source est faible, il y a un peu d'eau stockée ici, et en même temps, cela sert de filtre. En dessous, il y a une sortie pour évacuer l'eau si nécessaire, et ici, au-dessus, un tuyau où vous pouvez mettre un peu de chlore si un traitement est nécessaire. C'est une structure à très faible coût qui utilise les matériaux déjà présents dans la région. La question est, d'où vient cette eau ? Est-ce que c'est un réservoir souterrain qui est là depuis des millions et des millions d'années ? Non, cette eau vient de la pluie. Quand il pleut, l'eau s'infiltre dans le sol et descend jusqu'à atteindre une couche où elle est stockée. On appelle cela la nappe phréatique. La source se forme à un endroit où la nappe phréatique est plus proche de la surface, et alors l'eau sort. Mais tout cela se passe quand on a de bonnes conditions et que tout fonctionne bien. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si à l'endroit où l'eau tombe, il n'y a pas de forêt, pas de végétation au-dessus, elle s'écoule, elle ne pénètre pas dans le sol. Elle emporte la terre, provoque l'érosion et peut causer une inondation en aval. Ou alors, si on a une source comme celle-ci, qui est à découvert, entourée de bétail, les vaches, les bœufs peuvent marcher ici, compacter le sol, et alors l'eau cesse de sortir. Donc, tout le secret du travail que nous faisons aujourd'hui, c'est de maintenir ce cycle en bon fonctionnement. Il faut que l'eau de pluie puisse pénétrer dans le sol et ensuite ressortir propre de l'autre côté. Lorsque l'eau de plusieurs sources forme une rivière, il reste à préserver la forêt qui l'entoure et la protège. Elle protège la rivière,
tout comme les cils protègent nos yeux. C'est pour cela qu'on l'appelle la forêt riveraine. Celui qui passe à côté de moi, c'est le Rio São João, qui sépare la commune de Missal de celle d'Itaipulândia. Et dans cette région, Itaipu a financé non seulement plus de 1000 km de clôture pour délimiter et bien protéger la forêt riveraine, mais a aussi aidé à replanter les arbres là où cette protection n'existait plus. Nous avons également visité une autre source restaurée située au centre d'un pâturage presque mort. Donc, cette source où nous sommes maintenant, par exemple, n'était pas comme ça au début. Et là, elle a été restaurée. Toute cette végétation que tu vois derrière est issue d'un reboisement. Avant, le bétail pouvait venir ici et compacter le sol, mais maintenant, tout est clôturé. Une structure a aussi été installée pour optimiser la collecte de l'eau. Donc, ce ruisseau que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Une bonne partie est captée par ce tuyau-là en bas et est amenée pour que le bétail puisse boire. L'eau peut aussi servir de nouvelle source de revenus. Nous sommes maintenant dans un élevage de tilapia. Donc, ces bassins servent à l'engraissement des poissons. Une autre façon de prendre soin du sol, c'est de faire ces terrasses sur le terrain. S'il n'existait pas, au moment où la pluie tombe, elle s'écoulerait très rapidement. Cela provoque de l'érosion, ça va user le sol, ça va aussi faire monter très vite le niveau des rivières, ça peut provoquer une inondation, mais ici, ce n'est pas le cas. La pluie qui est tombée sur la route, qui vient du champ de maïs, s'arrête ici et s'infiltre dans le sol. Elle essaie ralentie et en même temps, elle parvient à alimenter les sources, la nappe phréatique. Cette paille n'est pas là non plus par hasard. Elle sert comme une sorte de bouclier. D'abord, elle protège de la pluie, qui ne frappe pas directement la terre et ne l'arrache pas. Ensuite, elle permet à l'eau de s'infiltrer lentement dans le sol. Troisièmement, elle protège de la chaleur car le soleil ne frappe pas directement. Et quatrièmement, elle maintient encore la vie ici en dessous, ce qui fait que la paille elle-même se décompose et libère des nutriments nourrissant le sol. Cette route ici est très différente de ce que tu as l'habitude de voir. Elle a été financée par Itaipu et en voiture, tu remarques qu'il y a plusieurs petites collines sur le chemin. C'est fait exprès. C'est fait pour que, lorsque l'eau tombe sur la route, elle soit obligée de s'écouler sur les côtés, puis elle entre dans cet aménagement en terrasse. Une autre chose intéressante ici, c'est que la route est surélevée par rapport à la plantation. Donc, quand il pleut, la route ne va pas se transformer en rivière. Au contraire, l'eau glisse sur les côtés, la route reste toujours sèche, il ne se forme pas de boue. Et il n'y aura pas non plus ce grand trou, cette érosion qu'on a l'habitude de voir sur le bord des routes en terre. Une partie importante de ce travail est réalisée à Foz do Iguaçu, au refuge biologique Bela Vista. C'est une zone créée par Itaipu pour préserver la nature autour de la centrale. Il mène des recherches, de l'éducation environnementale et dispose d'un zoo avec 200 animaux de 50 espèces de la forêt atlantique. Tapirs, haras, caïmans, serpents, chouettes et jaguars. Regardez comme ces panthères noires sont magnifiques. Et oui, elle est noire, mais c'est un jaguar. Le jaguar, parfois, naît noir. Si vous regardez bien, vous pouvez voir les petites taches sur leur dos. Ici, il y a aussi une pépinière de plants indigènes de la forêt atlantique, qui approvisionne non seulement les projets d'Itaipu, mais aussi les mairies et les communautés de tout le Paraná et du Mato Grosso do Sul. Il y a 130 espèces, et les graines, ils les collectent directement dans la nature. Il existe une cartographie, un géoréférencement de chaque arbre qui donne des graines. Les arbres SMER. Certaines graines sont dispersées ailleurs, d'autres deviennent des plants. 350 000 plants sont produits chaque année. Angico rouge, pitanga et pied violet, cèdre rose, gabiroba, figuier blanc et celle-ci, c'est la peroba rosa. Elle a beaucoup été utilisée comme bois. Aujourd'hui, on la trouve surtout sous forme de bois de récupération, ce qui menace son extinction. Leur travail ici pourrait changer cela bientôt. Le refuge possède des objets importants pour la conservation des animaux, comme le jaguar et le plus grand aigle du monde, l'harpie, aussi appelée gaviao real. Les harpies sont des oiseaux de proie qui chassent. Elles sont très puissantes et aident à contrôler la population d'autres animaux dans les forêts. Le programme de conservation existe ici depuis plus de 20 ans et est le plus grand programme de reproduction mondiale pour cette espèce. À ce stade, ils ont déjà vu des générations de harpies nées en captivité se reproduire ici. Et c'est un excellent signe qui montre que les efforts de reproduction de l'espèce portent leurs fruits. Celle-ci a 5 jours, elle vient de naître, elle est dans une couveuse à l'hôpital vétérinaire. Et il y a plus, d'ici part un corridor biologique de 19 km qui va jusqu'au parc national d'Iguaçu où se trouvent les chutes.
Et ce corridor est très important pour permettre aux animaux d'aller d'un côté à l'autre, de se reproduire et de maintenir des populations en bonne santé. Celui-ci est tout simplement le plus grand mammifère terrestre d'Amérique du Sud et ce tapir est avec son petit. Je vais parler doucement parce qu'elle est en train de téter. Si ça ne mérite pas un pouce bleu, je ne sais pas quoi. Écoute, je viens de découvrir quelque chose ici. Cette crête du tapir sert en quelque sorte de bouclier. Donc, si elle est attaquée par un jaguar, il l'attrape ici sans la blesser autant et elle rejoint la végétation en cassant tout, puis va dans l'eau. Donc, ceci, en plus de servir de protection contre le jaguar, sert aussi de protection contre la végétation qu'elle casse avec son dos. Mais attends, jusqu'à présent, je parlais d'eau. Qu'est-ce qu'un refuge pour animaux a à voir avec ça ? Prendre soin de l'écosystème dans son ensemble aide la nature à maintenir l'équilibre. Des oiseaux dispersent les graines, des prédateurs régulent d'autres animaux, la végétation protège le sol. Tudo isso cria uma condição completa. Et pour que l'eau arrive propre. Après tous ces soins, l'eau arrive enfin au réservoir. Et là, une autre étape commence, la surveillance. Les techniciens mesurent la pluie, le niveau des rivières et le volume d'eau entrant dans le lac pour vérifier si la quantité est suffisante. Et ici, ils veulent vérifier la qualité du réservoir, s'assurer que l'eau est correcte, qu'elle n'est ni sale ni trouble. Sauf que le lac fait 1350 km². Pour couvrir toute cette zone, ils utilisent des plateformes flottantes, du genre. La barge est équipée de panneaux solaires, et toutes les 3 heures, une sonde descend au fond pour mesurer le niveau d'oxygène, l'acidité et la température. Le manque d'oxygène, par exemple, peut tuer les poissons. Ou, si l'eau est trop trouble, la lumière du soleil ne peut pas pénétrer, et cela empêche les microalgues qui vivent ici de faire la photosynthèse. La pollution par les eaux usées, n'en parlons même pas. Sans compter que si l'eau arrive très sale, avec du sable, de la terre, des déchets, il se produit un problème appelé l'envasement. C'est comme si le lac se bouchait petit à petit, pouvant contenir de moins en moins d'eau, et en plus, cela peut endommager les turbines et réduire la durée de vie de la centrale. On a remonté le capteur ici, on voit ce qui est mesuré à chaque extrémité. Quantité d'oxygène, acidité, conductivité, température et turbidité, c'est-à-dire la transparence de l'eau. Comme c'est un équipement qui fonctionne tout au fond, au milieu du lac, il y a une petite brosse ici au bout pour nettoyer chacun des capteurs et ça sent le poisson. Ils transmettent les données en temps réel à la base de données, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas mesurer ici, comme l'azote, le phosphate, les métaux lourds ou d'autres polluants. Donc, une équipe doit venir ici de temps en temps pour faire ces mesures et l'entretien du radeau. En rassemblant toutes ces données, ils peuvent évaluer s'il y a eu un quelconque changement dans l'eau et si toute cette attention qu'ils portent produit un résultat. Autour du réservoir, il existe encore une bande de végétation forestière de plus de 1300 km de long. Elle sert de barrière, comme un filtre contre la boue, la saleté et les polluants. C'est la forêt riveraine du réservoir. Si on regarde d'en haut, sur une image satellite ou une image de drone, on remarque qu'il existe une sorte de contour forestier tout autour du lac d'Itaipu. Maintenant, regarde tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Protection des sources, soins des plantes et des animaux, aménagement du sol en terrasse, surveillance du lac, tout cela, c'est planter de l'eau. Ce n'est pas créer de l'eau à partir de rien. C'est mieux utiliser l'eau qui circule déjà. Et cela ne concerne pas seulement Itaipu. L'eau qui approvisionne les villes a aussi besoin de cette attention. São Paulo, par exemple, souffre d'un grave manque d'eau car les rivières sont mal entretenues. Ce n'est donc pas qu'un problème local. Le monde entier a besoin d'eau et doit en prendre mieux soin. Ce qui est fait à Itaipu fonctionne comme un grand laboratoire. C'est un exemple concret de la façon de préserver l'environnement, de garantir une eau de qualité et de produire de l'énergie pour des millions de personnes, tout cela en même temps. C'est la 3e vidéo que nous enregistrons ici à Itaipu. Si vous souhaitez comprendre les bases de la centrale, une vidéo que nous avons réalisée il y a près de 10 ans reste très pertinente. L'an dernier, nous avons aussi visité des zones interdites liées à la sécurité de ce barrage. Si ce n'est pas encore fait, allez la voir.